Bonsoir, nous arrivons à la dernière conférence de ce jour. J'ai l'honneur d'aborder avec vous ce soir les blessures émotionnelles. Ces blessures du passé sont un poids qui font obstacle à votre évolution. À travers de cette conférence, je vais aborder les différents types de blessures émotionnelles, mais aussi et surtout vous proposer des techniques simples afin de travailler sur elles et amorcer une véritable révolution dans votre vie. Bonjour les amis, Anna Sandrette, je suis thérapeute et coach intuitif. Je suis ici pour vous parler du plus grand obstacle à votre épanouissement, les blessures émotionnelles, les blessures du passé, les blessures de l'enfance. Vous avez déjà sûrement entendu parler. Vous avez vécu en tant qu'enfant des événements qui vous ont marqué et qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Ce sont les blessures. Vous vous demanderez pourquoi dans un événement dédié à la conscience, je vais parler de blessures. La réponse est très simple. Entre vous et la réalisation se trouvent vos blessures et le paquet de fausses croyances, des mécanismes limitatifs, des peurs, des autosabotages qui les accompagnent. Si aujourd'hui vous avez des problèmes avec des couples, avec vos enfants, vos parents, vos collègues, des problèmes de santé, de finances, vous pouvez être sûr que dans la plupart des cas, la réponse se trouve dans votre passé. Je vais vous raconter un peu mon histoire pour que vous puissiez mesurer à quel point travailler sur vos blessures peut vous transformer. Il y a 10 ans, j'étais dans un mariage vraiment difficile, où mon quotidien c'était l'incompréhension, la manque de communication, la violence. Un week-end, en quête de réponse à toutes ces souffrances que je vivais, j'ai fait un stage sur les blessures émotionnelles. Quelle révélation! Ce week-end, je me suis rendu compte que mon mari n'était pas l'homme insensible, méchant que je pensais, qu'il était tout simplement blessé, et qu'encore mieux, que moi-même je l'étais, et qu'on avait créé à deux tout cet enfer à cause des événements, des expériences du passé qu'on n'avait jamais travaillé. J'ai pris conscience aussi que ce n'était pas la première fois que je vivais ce genre d'expérience. Je l'avais vécu très légèrement dans mon passé, mais ça s'avait répété jusqu'à que maintenant, la vie me les envoyait en apothéose pour que je les voie et je décide de les libérer. Ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je me présente devant vous pas comme une personne qui a complètement libéré ses blessures. Je suis en chemin, mais je peux déjà vous témoigner de la grande transformation que j'ai vécue ces 10 dernières années. Vous pouvez le faire et je vais vous montrer comment. J'imagine que vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que sont les blessures émotionnelles. Elles sont des petits, des grands traumatismes, des expériences difficiles, douloureuses, mais parfois anodines que vous avez vécues entre la conception et les 10 ans. Nous sommes tous blessés, à des niveaux différents bien évidemment. Il y a une fausse croyance, j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens qui me disent que seulement les enfants qui ont vécu des gros traumatismes sont blessés. Il est très simple de créer une blessure et je vais vous donner un exemple. Vous avez 5 ans et votre père vous invite à aller au cinéma après son travail. Vous l'attendez, vous avez envie de passer un moment privilégié avec cet être que vous aimez autant. En même temps, il est dans de gros embouteillages et il ne peut pas arriver à votre rendez-vous. Le petit enfant que vous êtes, il est déçu, il est triste. Combien de fois un événement comme ça peut arriver dans la vie d'un enfant? Il est parfois étonnant de voir que l'événement qui a créé une grosse blessure est banal. Il n'y a pas de relation parfois entre l'événement et le résultat. Ce sont nos parents qui nous ont blessés. C'est pour ça que les blessures sont tellement délicates. C'est la partie la plus délicate en fait d'un être humain. Parce qu'ils étaient appelés à nous guider, à nous aimer, à nous protéger. Et en plus, nous l'avons vécu dans des âges où on était petits, vulnérables, fragiles. C'est l'enfant intérieur qui a vécu cette blessure. Un enfant intérieur passe à être un enfant blessé.
Quand je donne cette information, j'ai deux grosses réactions. Si c'est des parents, ils vont se culpabiliser pour ce qu'ils ont fait ou pas fait avec ces enfants. Si ce sont des enfants, ils vont se déresponsabiliser. Bon, c'est la faute de mes parents si aujourd'hui j'ai tel ou tel problème. Mais nos parents, ils ont aussi été blessés par les siens. C'est une chaîne de souffrance qui vient du principe de l'humanité. Une génération blesse à la suivante. Aujourd'hui, nous avons l'information, nous avons les outils pour reverser cette tendance. Vous n'êtes pas obligé à faire la même chose que vos parents ont fait avec vous pour ignorance ou pour inconscience. L'âme cherche toujours la libération, la guérison. Donc, elle va vous mettre dans des circonstances, souvent douloureuses, pour que vous cherchiez à vous libérer parce que vous avez marre de souffrir. Et il y a un point très important pour se libérer d'une blessure, c'est la responsabilité. De mon point de vue et de nombreux experts qui ont travaillé sur le sujet, nous avons créé une blessure au niveau de l'âme, au niveau de l'inconscient. Bien évidemment, en tant qu'enfant, vous avez souffert. Personne ne veut se créer de la souffrance consciemment. Et Dieu sait qu'il y a des enfants qui ont vécu de vraies histoires d'horreur. Parfois, je suis surpris à quel point un enfant peut encaisser de la souffrance et aussi de l'inconscient de certains parents. Quoi que vous avez vécu, un événement difficile, événement anodin, en tant qu'adulte, vous avez aujourd'hui le pouvoir de vous libérer. Toutes les blessures, sans exception, sont réversibles. Et encore mieux, l'être que vous êtes, votre véritable nature, n'a jamais été touchée. Elle est vierge, elle est innocente. Sauf que les blessures, c'est comme une espèce de couche qui cache cette véritable nature. L'amour, la paix, la joie, l'abondance que vous êtes se trouve en bas de vos blessures. Et à force de les travailler, vous allez faire comme des crevasses dans cette couche et le rayonnement de qui vous êtes déjà va émerger, va se révéler. J'ai déjà vu des innombrables clients dans ma consultation qui ont vécu cette transformation. Ils ne se reconnaissent plus après. Et vous pouvez le faire aussi. Nous allons commencer avec l'identification des blessures. Je vais parler de chacune des blessures, il y en a 5 en total. Pour ça, je vais utiliser, pour la partie théorique, les travaux de Lise Bourbeau, qui je considère les a traités le mieux. Pour vous libérer d'une blessure, est très important avoir identifié la blessure à laquelle vous faites face. Ça va faire que votre travail va être beaucoup plus chirurgical, beaucoup plus efficace. Prenez papier et un stylo et vous allez noter les caractéristiques de chaque blessure qui résonne avec vous. C'est déjà le premier exercice. La première blessure, c'est la blessure de rejet. Elle se crée entre la conception et la naissance. Ce sont des enfants qui, en vérité, ou qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été désirés. Je vous donne certains exemples. Des grossesses non voulues, des avortements faillis, des accouchements déclenchés. Toutes ces circonstances peuvent créer cette blessure. La fausse croyance comme ces enfants ne se sont désirés, ils vont développer la fausse croyance de « je n'ai pas droit à la vie ». Vous imaginez quel type de vie peut se créer une personne qui croit ça. Je vous donne un exemple pour mieux illustrer ce point. Quand j'étais plus jeune, avec un ami, on a décidé un jour de s'habiller très élégamment et de s'incruster dans une fête où on n'était pas invité. Malgré la farce, malgré la blague, on essayait de se faire discret, de ne pas se faire repérer. On ne mangeait pas beaucoup, on n'osait pas profiter de la fête comme les vrais invités. C'est un peu la même chose qui arrive avec les personnes qui ont souffert de rejet. Comme ils ne se sont pas invités à la fête de la vie, ils ne vont pas se donner le droit de jouir de la vie, d'être pleinement dans celle-ci.
Vous savez que nous sommes plusieurs corps, nous ne sommes pas seulement un corps physique, nous sommes composés d'un corps physique, émotionnel, mental, spirituel. Et c'est le corps émotionnel qui va créer le corps physique. Et le corps physique de rejeter, c'est un corps qui a tendance à être très maigre. Tout le corps ou une partie du corps. Parce que, comme je vous dis, ils se sont étrangers dans la vie, ils vont essayer de prendre le moindre de place possible. Donc, tout le corps, comme je vous disais, est maigre ou une partie. Les fesses très plats, des petits seins chez les femmes, un visage un peu osseux. Nous sommes le mélange de plusieurs blessures. C'est rare voir une personne qui a une seule blessure, mais les personnes qui ont la blessure principale et le rejet, ils vont avoir cette caractéristique plus prononcée que d'autres. Moi-même, j'ai une blessure de rejet. Ce n'est pas ma blessure principale. Et elle se manifeste dans les poignets et dans les chevilles. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier. J'ai les poignets et les chevilles beaucoup plus fins que le reste du corps. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai souffert d'anorexie, de boulimie, qui sont une des caractéristiques de cette blessure. Pour ne pas vivre constamment une blessure, on va développer une masque, une personnalité. Parce que, comme je vous disais, la blessure, c'est la partie la plus délicate d'un être humain. Mais cette stratégie ne marche pas très bien et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce que nous essayons de contourner nous rattrape. Je vais vous donner un exemple. Vous avez sûrement déjà rencontré dans la rue ces enfants, les enfants gothiques ou les punks. Et la plupart de ces enfants, à mon avis, sont des blessures de rejet. Donc, ils vont s'habiller d'une manière pour être différents au reste du monde. Donc, c'est des habits noirs avec des signes distinctifs de la mort. Et donc, cette forme de s'habiller pour être différent au monde va faire que les autres les craignent et les rejettent davantage. Donc, eux, ils rejettent le monde parce qu'ils ne sont pas partie du système et le monde le rejette. En fait, c'est un miroir en double sens. Et ça arrive dans toutes les blessures. C'est la paradoxe des blessures. Ce que nous cherchons à éviter, on l'attire. C'est un principe de loi d'attraction. Le masque personnalité qui va développer la personne qui a vécu le rejet, c'est la fuite. D'ailleurs, on les appelle les fuyantes. Ce sont des personnes qui ne font pas face aux problèmes, ils les contournent. Son grand défi, c'est l'engagement, surtout dans les relations. Le rejeté a énormément de peur. Ça peut arriver même à la panique. Rappelez-vous qu'il vit dans un monde qu'il est inconnu. Selon le moment où nous sommes en train de vivre, nous pouvons manifester plus une blessure qu'une autre. Je vous donne un exemple. Moi, pendant mon divorce, la blessure qui s'est mise en avant, c'est justement le rejet. Alors que ma blessure principale, c'est la trahison de laquelle je vais vous parler tout à l'heure. J'ai perdu 8 kilos en quelques semaines et je me suis réfugiée dans une espèce de spiritualité très fantastique pour un peu me préserver des moments difficiles que je vivais. Je voudrais aussi vous expliquer qu'on peut fuir dans une quantité d'activités. On peut fuir dans le travail, dans les drogues, l'alcool, même dans la méditation. Le jeu vidéo, ça peut être une espèce de fuite très efficace d'ailleurs. Il n'y a pas que du négatif dans les blessures. En fait, il y a ce qu'on appelle l'ombre blanche, que c'est la partie positive, si on veut dire, des blessures. Dans le rejet, ce sont des personnes qui ont un monde intérieur assez important, sont des personnes très créatives, qui peuvent vivre seules, qui sont autonomes, qui n'ont pas peur de la solitude. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. Elle se crée entre le moment de la naissance et les 3 ans. Ce sont des enfants qui considèrent qu'effectivement, n'ont eu tout l'amour, tout le soin qu'ils avaient besoin pour se développer.
En fait, c'est une blessure qui est très simple à créer, vous allez voir, comme toutes les blessures d'ailleurs, parce qu'il y a un composant très subjectif. Parce que peut-être les parents vont donner à cet enfant l'amour qu'ils ont à leur donner, et l'enfant considère que cet amour n'était pas suffisant. Mais ça arrive dans toutes les blessures. Quelques exemples de situations qui peuvent créer cette blessure: la naissance d'un nouveau frère au sort, manque d'allaitement. Une des sources de cette blessure, c'est la séparation de l'enfant les premières 24 heures avec sa mère. Et d'ailleurs, la première année. J'ai énormément de clients qui viennent vers moi et me disent: j'ai une blessure d'abandon, je suis dépendant émotionnellement et mes parents m'ont adoré toute ma vie, j'ai eu énormément d'amour. Et le moment que je les emmène à l'événement qui a créé cette blessure, ils arrivent là. Ils sont tous seuls dans un berceau d'hôpital, dans un espace vraiment pas très accueillant, et il n'y a personne pour les accueillir, pour les aimer. Je comprends en même temps que les besoins des parents ne sont pas forcément les mêmes besoins que les enfants. Les parents ont des besoins de travail, des besoins sociaux, et chacun, parent et enfant, ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ne vous culpabilisez pas. Le corps de la personne qui a souffert de l'abandon, c'est un corps a tendance à être mince, mais le tonus, il est flasque en fait. Des seins qui tombent chez les femmes, ou des fesses aussi qui tombent, une espèce comme de manque de tonus. Aussi, ce sont des personnes qui ont aussi une blessure de contrôle et qui font beaucoup d'exercices. Il y a la partie qu'ils ne peuvent pas contrôler qui va tomber. Par exemple, les yeux, ou une espèce de regard triste. Le masque qu'ils vont développer, c'est la dépendance. La fausse croyance que ces personnes ont, c'est: j'ai besoin des autres pour vivre, pour exister en fait. Donc, le thermomètre de cette personne, c'est souvent les relations. Si les relations vont bien, elles sont bien. Si les relations sont mal, elles vont mal. Et d'ailleurs, s'ils sont seuls, sont mal. Et s'ils sont en relation et que la relation fonctionne bien, ils sont contents. Je vais vous raconter un exemple pour illustrer mieux le comportement des personnes dans l'abandon. J'ai une cousine que j'aime beaucoup, qui vit au Venezuela. On ne se voit pas beaucoup parce qu'elle habite là-bas et moi ici, mais on se croise sur Skype et je peux seulement en la regardant savoir comment ça va dans sa vie affective. Si elle est toute joyeuse, pleine d'énergie, contente, je sais que ça va bien dans sa relation ou qu'elle est avec quelqu'un. Si par contre elle est son énergie est toute petite, si elle est triste, si sa voix elle est basse, c'est comme une fleur qu'on n'avait pas mis de l'eau, c'est parce que soit elle est seule, soit elle est avec quelqu'un et que ça ne marche pas bien. Son énergie, sa vie dépend complètement de ses relations. Et ça, c'est un cas typique dans l'abandon. L'abandonné, il a besoin du regard de l'autre, quelque part pour exister. Il a besoin d'être validé dans le regard des autres. La partie positive de ces blessures, c'est que ce sont des gens très chaleureux, tactiles, aimants, ils sont très bons sexuellement. Ils vont prendre tous les soins qu'ils peuvent de la relation. Ils sont très engagés aussi. La troisième blessure, c'est la blessure de humiliation. Elle se crée à partir de 8 mois, quand l'enfant prend conscience qu'il n'est pas la même chose, qu'il n'est pas la même entité que sa mère. Il commence à développer certaines fonctions pour aller dans le chemin de l'autonomie. Il va commencer, par exemple, à manger tout seul, à vouloir marcher, à parler, le contrôle des sphincters. Et donc, le corps de l'enfant a été irrespecté par rapport à une de ces fonctions. Je vous donne un exemple. Les abus sexuels,
un enfant qui commence à manger et qui se salit, ça me le dit, tu es un cochon, ou un enfant qui est en train d'apprendre la propreté, il se fait dans sa culotte et il se fait punir à cause de ça. Tous ces comportements et énormément d'autres peuvent créer cette blessure. Le corps de la blessure d'humiliation, il a tendance à grossir. Tout le corps a une partie. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent se protéger de l'extérieur. Parce qu'ils respectent, donc ils mettent un peu de distance avec leur corps, avec les autres. La fausse croyance de cette blessure, c'est « je ne suis pas digne ». Et comme je vous disais, le corps de l'enfant n'était pas respecté. Et j'ai une histoire, j'ai un exemple dans ma famille justement, d'une de mes tantes qui, quand son enfant avait 6 mois, elle était très fière parce qu'à 6 mois, sa fille était déjà propre. Ce qui n'est pas du tout le rythme naturel d'un enfant. Aujourd'hui, c'est la seule personne, sa fille, ma cousine, c'est la seule personne qui a des surpoids. Donc, une des caractéristiques de cette blessure. Les personnes qui ont souffert de cette blessure, ils ont une tendance à se sacrifier, à s'abandonner, en faveur des autres en fait. Ils ne connaissent pas ces besoins et s'ils les connaissent, ils ne les respectent pas. Je vais vous donner un autre exemple, une autre petite histoire d'un client qui m'a contacté il y a quelques années qui finalement a décidé de ne pas faire aucune thérapie parce que je pense qu'il trouvait des bénéfices secondaires dans son histoire. Elle avait 50 ans au moment où elle m'a contacté et elle n'avait jamais eu une relation amoureuse parce qu'elle s'avait dédiée à accompagner sa mère malade. À 50 ans, elle trouve finalement un amoureux. Ça marche super bien et l'amoureux lui dit de déménager avec lui. Elle a décidé de laisser tomber la relation comme il a proposé ça et de préférer de rester avec sa mère. Ça, c'est très, très parlant chez les humiliés. D'ailleurs, le masque qu'ils vont développer, c'est le masochisme. C'est des gens qui vont avoir tendance à se faire un peu de mal. C'est un des exemples qui illustre bien ce masochisme présent dans cette blessure. C'est cette souffre-douleur que vous avez sûrement tous connu, le petit gros de la cour de récré. Ces enfants, quelque part, ils donnaient le bâton pour se faire battre. Ils avaient un comportement qui attirait la moquerie des autres. C'était en fait, comme je vous disais, un miroir à double sens. Je suis sûre que ces enfants, ils souffrent énormément de cette moquerie de ses camarades. Mais en même temps, je me rappelle de mon enfant, d'un enfant qui, maintenant je comprends qu'il avait une blessure d'humiliation. Et je me rappelle qu'il mangeait et tout dégoulinait, ou il nous montrait son gros ventre, il nous faisait comme ça. Et ça, bien sûr, on rigolait tous. Et à la fin, je sentais qu'il était triste de donner cette image. Mais il le choisissait de quelque façon. Okay. L'émotion dominante dans cette blessure, c'est la honte. D'ailleurs, ça fait que cette blessure, c'est très difficile à guérir. Pas impossible, un petit peu difficile parce que les gens ont honte tout simplement d'accepter qu'ils ont la blessure d'humiliation. Il y a quelques mois, j'ai travaillé avec un groupe d'adolescents sur les blessures et à un moment donné, c'était que des filles, ils commençaient tous à me demander c'est quoi ma blessure. Et donc, je parlais avec une ou l'autre sur ces blessures. Il y avait une adolescente qui était en surpoids avec une blessure d'humiliation très claire et elle vient à me demander c'était quoi sa blessure. Je l'ai mis un petit peu à côté parce que je sentais quand même venir la chose et je lui ai dit je considère que ta blessure c'est l'humiliation. Elle a eu tellement honte de que je lui dise ça alors qu'elle m'avait demandé parce qu'elle ne trouvait pas sa blessure qu'elle a failli partir. Et j'ai eu beaucoup
des problèmes après pour gagner sa confiance. Elle s'avait sentie quelque part découverte ou pas digne, en fait, sur le fait que j'avais tout simplement vu sa blessure. Pour la partie positive de cette blessure, ce sont des gens qui sont très serviables et qui font beaucoup pour faire plaisir aux autres, un peu trop parfois. Ils sont empathiques, sont de très bons amis. C'est des gens qui sont très humains, qui vont se soucier beaucoup des problèmes des autres. La quatrième blessure, c'est la blessure de trahison. C'est quand le complexe d'Édipe se met en place. Le complexe d'Édipe, c'est quand les enfants sont amoureux de ses parents. En réalité, ce qui arrive, c'est que c'est un enfant qui était en fusion avec ses parents. Il avait beaucoup de confiance vis-à-vis de ses parents. Il était déçu par rapport à ses attentes. Quelques exemples de création de cette blessure: les abus sexuels, la violence, le chantage, le contrôle aussi vis-à-vis d'un enfant, les mensonges peuvent créer cette blessure, mais bien d'autres situations. Vous avez sûrement remarqué que j'ai parlé des abus sexuels aussi dans l'humiliation et maintenant dans la trahison. Ce qui arrive, c'est qu'un même événement peut créer des blessures différentes selon la personnalité ou le caractère de l'enfant. Je vais raconter une expérience personnelle de comment cette blessure peut se créer. Quand mon fils aîné était plus jeune, je n'étais pas dans la même conscience que je suis maintenant. Et à l'époque, un peu pour faire la paix, quand il pleurait, je lui faisais des promesses que je ne tenais pas forcément, comme t'inquiète pas, arrête de pleurer, tout à l'heure on ira au parc. Et après, j'ai oublié, mais lui, il n'oubliait pas. Donc, résultat, il s'est créé une blessure de trahison et il a perdu la confiance en moi. Depuis quelques années, quand je lui fais une promesse, c'est parce que je suis sûre de la tenir. Mais il arrive, parce que la vie est faite de cette façon, que je ne peux pas tenir ma promesse, parce qu'une panne de métro, une réunion qui déborde, ou des imprévus de dernière minute. Et là, il va me dire: maman, de toute façon, tu ne tiens pas tes promesses. Alors que ça fait des années que je suis dans un parcours sans faute vis-à-vis de mes promesses. Mais bon, c'est son travail. Il doit travailler pour reprendre confiance dans la vie. Mais moi, je l'accompagne de mon mieux pour que cette confiance en lui, en moi et en la vie se mette en place à nouveau. Il y a une question qui me pose souvent les parents, c'est comment faire pour éviter de blesser ses enfants. Ça, c'est assez difficile parce que, de mon point de vue, quand on a bien quelque part prédisposé parce qu'elle a décidé dans son plan d'incarnation à vivre telle ou telle blessure. Et vous, en tant que parent, vous pouvez faire très peu pour l'éviter. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est accompagner vos enfants pour que, comme je disais dans le cas de Matteo, ils reprennent confiance dans la vie, ils révèlent tout leur potentiel. On revient à la blessure de trahison. Le corps de cette blessure, c'est un corps qui est important, il est imposant. Il y a une partie, c'est des personnes qui ont une présence. Par exemple, si c'est un homme, il va avoir les épaules beaucoup plus prononcées que le reste du corps. Et pour les femmes, c'est les hanches beaucoup plus prononcées que le reste du corps. Ils ne sont pas forcément gros ni grands, mais vous les remarquez comme vous les voyez. L'émotion dominante, c'est la colère et la frustration. Le masque, c'est le contrôle. Parce que rappelez-vous, ils considèrent avoir été, ou effectivement, ils ont été trahis par ses parents. Donc, pour que les autres ne me fassent pas la même chose que mes parents ont fait, je vais les contrôler. Et vous savez bien que c'est une stratégie qui ne marche pas. Plus vous essayez de contrôler les autres, plus ils vont avoir envie de faire ce qu'ils veulent, chose qui est complètement normale. Donc, c'est un chemin de souffrance sur le contrôle. Je connais bien cette blessure parce que c'est ma blessure principale. J'ai fait un énorme chemin dans le contrôle. Et je peux vous dire que le contrôle, c'est très, très répandu et que parfois les gens ne se rendent même pas compte. Moi, je ne me rendais pas compte quand j'étais dans mes stratégies de contrôle. La partie positive de cette blessure,
c'est que ce sont des gens, ils sont des entrepreneurs, ils vont en avant, c'est des gens qui parlent bien. D'ailleurs, je pense que si je n'avais pas un peu de cette blessure, je ne sais pas si je serais en train de faire cette conférence et toutes les activités que je fais dans ma vie. Ce sont des gens aussi qui, à leur manière, se soucient des autres. Parce que derrière le contrôle, il y a quand même une espèce de bienveillance. Je me rappelle quand j'étais plus jeune et j'étais dans cette stratégie vis-à-vis de mes parents, je m'inquiétais pour mes parents. C'était sincère. Sauf que la stratégie que j'utilisais, le contrôle, ne marchait pas. Mais il y avait la sincérité dans moi, il y avait le service vis-à-vis de mes parents. La cinquième et dernière blessure, c'est la blessure de l'injustice. Elle se crée entre les 4 et 6 ans. C'est des enfants qui considèrent qu'effectivement, on ne les a pas laissés être eux-mêmes. Je vous donne quelques exemples. La naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. J'ai un client qui m'a raconté que quand il avait 5 ans, sa petite sœur est née. De son point de vue, elle a dû changer son comportement. Elle ne pouvait pas faire beaucoup de bruit parce que sa sœur dormait. Ses parents étaient beaucoup moins disponibles pour elle car fatigués à cause des nuits blanches avec le bébé. Et elle a trouvé cette situation très injuste. Les enfants aussi qui ont demandé beaucoup plus de responsabilités qu'ils peuvent assumer pour leur âge. Je vois dans l'entourage de mes enfants, certains, qui finissent l'école à 16h30. Après, ils font des activités dirigées presque tous les jours jusqu'à 18h. Ils arrivent chez eux à 18h, voire 18h30 pour faire les devoirs, prendre leur douche, manger et après presque se coucher. Et je me demande en quel moment ces enfants peuvent être des enfants, jouer, rêver. Il y a très peu de place pour la créativité et l'individualité de l'enfant. Ce sont des enfants que souvent les parents leur demandent beaucoup. Ça veut dire être sage, avoir de bonnes notes, mais parfois un peu à l'extrême. La fausse croyance que ces enfants vont développer, c'est « je dois être parfait pour que mes parents, mais surtout pour que moi-même, pour m'accepter ». Parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas bien comme ils sont. Donc, ce sont des enfants qui, en étant adultes, vont essayer d'être toujours parfaits, de faire plus. Le corps de cette blessure, c'est le plus justement parfait de tous les corps. Des fesses rondes, des seins ronds aussi chez les femmes. Une espèce de corps athlétique, même s'ils ne font pas beaucoup d'exercices. Et ils sont droits parce qu'il y a comme une espèce de tension interne. Du personnage qui définit bien cette blessure, c'est les militaires et certains sportifs. Le masque qu'ils vont développer, c'est la rigidité. Ce sont des personnes qui peuvent être parfois difficiles parce qu'une fois qu'ils prennent une décision, ils vont aller jusqu'au bout, coûte qui coûte. Ils ont du mal à se laisser aller, à couler en fait avec la vie. Ce sont des personnes qui cherchent, comme la blessure l'indique, la justice. Pour eux, c'est très important la justice. Ce sont des personnes qui vont aller à demander ces revendications dans la rue. Je vais vous donner une petite histoire dans la maison rigolote. Un de mes enfants a une blessure de rigidité. Et donc, quand je mène un gâteau, pour lui, c'est très important que toutes les parties soient parfaitement égales. Il peut même aller chercher une règle pour mesurer si effectivement elles sont toutes la même proportion. Mais si jamais sa partie est la plus grande, pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, et ça c'est typique dans ces blessures, mais dans toutes les blessures. Les gens vont essayer de chercher quelque chose qu'eux-mêmes ils ne le font pas, surtout avec eux-mêmes. Hein. La partie positive de cette blessure, c'est que ce sont des gens méticuleux, rigoureux. Certains scientifiques, parfois, ils ont cette blessure parce qu'ils ont besoin de cette rigueur pour aller jusqu'au bout de cette découverte.
Nous venons de finir l'identification des blessures. Il y a plusieurs réactions possibles à cette information. La première, c'est croire qu'on a toutes les blessures. Ça nous arrive souvent dans nos stages, c'est très courant. La deuxième, c'est ne pas s'identifier à aucune blessure parce que je suis conscient que j'ai donné très peu d'informations de manière très sommaire, j'ai traité chaque blessure de manière très sommaire. Et les blessures, c'est un sujet complexe. On peut passer tout un week-end en parlant d'un seul type de blessure. En plus, ça va créer des mélanges différents dans chaque personne. Il y a des nuances à tenir en compte. Il se peut que malgré le ton en partie, vous avez pu identifier votre blessure principale ou des blessures que vous avez vécues dans des différents moments de votre vie. L'identification est très intéressante parce que ça va vous donner déjà une connaissance de vous-même et c'est beaucoup plus simple de travailler une blessure quand on sait qu'il s'agit d'un abandon ou d'une trahison. Maintenant, je vais vous donner des clés pour un travail efficace de libération des blessures. J'ai développé un système qui s'appelle les 4 niveaux où je vais vous emmener pour les différents types de niveaux que nous avons besoin de contacter pour nous libérer efficacement d'une blessure. Le premier niveau, c'est le niveau de l'histoire. L'histoire a deux composants. Un composant objectif, mon père est parti quand j'avais 3 ans. Il y a un élément subjectif, mon père est parti quand j'avais 3 ans et c'est ma faute. Ça c'est complètement subjectif, vous avez pu peut-être demander à votre père, il vous dira non, c'est parce que j'avais de mauvaises relations avec ta mère. C'est vous qui avez cru ça et c'est là où la subjectivité rentre en jeu. L'histoire, elle n'est pas très intéressante en soi. Et c'est pour ça que vous pouvez passer des années en train de faire des thérapies qui sont basées sur l'histoire et avoir à chaque fois des soulagements, mais pas la libération. Elle sert comme porte de rentrée au niveau suivant. Et c'est là où le vrai travail commence, que c'est le niveau des émotions. Parce que c'est très difficile. Vous pouvez faire tout de suite l'expérience de contacter une émotion en blanc, comme ça. Mettez-vous en colère, c'est presque impossible. Mais si vous partez d'une histoire où vous avez vécu, par exemple, une situation que vous avez jugée injuste, là, c'est beaucoup plus simple de contacter les émotions. Et c'est là le vrai intérêt. Et en plus, l'histoire, c'est la partie qui fait souffrir. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas rester très longtemps à ce niveau. L'histoire vous sert pour contacter les émotions et tout de suite on va parler des émotions. Le niveau suivant, c'est le niveau des émotions. Quand l'enfant se blesse, il va se créer comme des espèces de poches des émotions non résolues. Si au moment où il vit ses blessures, il avait pu exprimer ses émotions librement, cette poche, cette blessure ne se sera pas créée. Elles sont tellement denses que je peux les sentir à la main. Nous avons comme société créé des différentes stratégies pour ne pas vivre nos blessures. La drogue, l'alcool, le shopping, les hobbies, le sexe, la fête, les jeux vidéo et j'arrête. Ce sont des manières de contourner nos émotions. C'est très commun, par exemple chez les femmes, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois de ma vie, ou des moments où je sentais une émotion forte, aller au salon de beauté, me faire couper mes cheveux, ou faire du shopping. Ça, c'est très courant. Les hommes d'aller boire un verre avec ses amis. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'une bonne partie de la libération des blessures se passe par la connexion des émotions que nous voulons éviter.
Et cet évitement, ces stratégies, nous les avons prises depuis toute petite. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant et que vous faisiez une grosse colère, par exemple, comment vos parents réagissaient. Dans le meilleur des cas, on vous disait, mais c'est rien, mon fils, bien. Donc, ni tes blessures, ni tes émotions. Ou il vous donnait une sucette, ou il vous allumait la télé, donc des stratégies de compensation. Ou, dans le pire des cas, il vous frappait ou vous punissait pour avoir des émotions. Donc, vous avez appris à avoir peur de vos émotions. Et de mon point de vue, la nature avait prévu qu'on pouvait avoir des chocs émotionnels ou des traumatismes. Vous avez sûrement vu des films ou lu des livres sur les hommes préhistoriques. Ces hommes-là, au long de sa vie, passaient par des moments vraiment difficiles constamment, dès la naissance. L'attaque des animaux sauvages, des conditions de vie très difficiles, la mort d'une des personnes du groupe, la mort des parents, tout était possible. Mais cette personne-là, quand ils étaient en face d'un événement, si c'était un événement où ils sentaient la peur, ils se mettaient dans un coin de la grotte à trembler de peur, ils ne faisaient pas semblant. Si c'était une tristesse, ils pleuraient toutes les larmes de leur corps, et si c'était la colère, ils allaient vraiment la faire sentir très fort. Ce que la nature n'avait pas prévu, à mon sens, c'est qu'un jour, une génération de personnes, des êtres humains, allait s'occuper des émotions. Et c'est pour ça que nous avons arrivé au niveau de souffrance que nous sommes aujourd'hui. Il y a trois émotions principales. Dans mes thérapies, quand les personnes connectent les émotions, celle qui vient le plus souvent, c'est la tristesse, la colère et la peur. Mais pas seulement, vous pouvez aussi contacter la culpabilité, la honte, la frustration, mais c'est vrai qu'il y a une tendance aux trois principales. Il y a quelques années, j'ai fait une grosse prise de conscience qui était à l'inice de ce système de 4 niveaux. J'ai eu une grosse séparation et j'ai tout fait pour éviter la douleur que cette séparation m'a déclenchée. J'ai fait même du développement personnel pour éviter cette douleur. Mais un jour, fatiguée de courir, de fuir cette émotion, je me suis dit, et si je l'accueille? Et bizarrement, c'était vraiment impressionnant pour moi, c'est que quand j'ai accepté de vivre cette émotion, elle a disparu. Et là, nous allons faire un exercice pour contacter les émotions qui va déjà vous aider à faire une bonne partie du travail de libération des blessures. Donc, on va prendre une émotion, disons la tristesse, vous sentez une grosse tristesse, et vous allez soit vous asseoir dans un canapé, soit vous adosser dans votre lit, fermez les yeux et vous regardez où se trouve cette émotion et vous laissez pénétrer par cette émotion. Vous laissez que cette émotion prenne la place qu'elle a dans votre corps. Généralement, ça va devenir de plus en plus intense. Ça peut être même une douleur physique. Parfois, j'ai vécu des moments où j'avais mal à mon cœur, mais physiquement. Ça, c'est normal. Vous respirez et vous laissez cette émotion prendre la place. Vous ne mettez aucune résistance. Au contraire, vous accueillez cette émotion. Vous mettez aucun jugement dessus. C'est bien, c'est mal. Non, c'est juste une tristesse. Et vous vous laissez pénétrer, comme je disais, et vous laissez cette émotion prendre
de plus en plus de place dans votre corps. Elle va arriver un moment, quand elle a pris toute la place, où elle va vouloir s'exprimer. Ça veut dire que vous allez pleurer ou faire des gestes. Vous le faites, c'est normal. Vous pouvez même crier. Ça s'appelle la catharsis. C'est vraiment le moment qu'on cherche. Et après, vous verrez que cette émotion va commencer à descendre peu à peu jusqu'à disparaître. Si vous êtes tout seul chez vous, peut-être vous allez avoir un petit peu plus de mal et avoir besoin de faire le même exercice plusieurs fois. En thérapie, c'est bien évidemment beaucoup plus simple. Vous le faites en quelques minutes, vous pouvez vous libérer de n'importe quelle émotion. Mais c'est un exercice extrêmement efficace. Vous pouvez vous libérer d'une bonne partie de vos blessures, je le répète, qu'avec cet exercice. Alors, les émotions, comme l'histoire, c'est juste une partie du processus de libération. Vous pouvez faire des thérapies basées sur les émotions et passer des années à contacter des émotions. Et ça sort parce que ce n'est pas le niveau plus profond. Il y a encore du niveau plus profond. Mais c'est déjà un niveau très, très, très important. Donc, prenez l'habitude, prenez l'hygiène émotionnelle de contacter les émotions quand elles arrivent. Si vous avez, moi maintenant, si j'ai une grosse colère, une grosse tristesse, si je ne peux pas la gérer en ce moment, je la garde pour plus tard, mais c'est sûr que je vais la contacter parce que je sais que les émotions, à force de les mettre de côté, à force de les ignorer, un jour, elles deviennent des maladies. Ce qui n'est pas mauvais en soi, parce que la maladie, c'est une manière aussi de libérer toute cette charge qui a été emprisonnée, imprimée pendant des années dans votre corps. Mais vous savez que ça peut être extrêmement difficile, une maladie à gérer, et que ça peut être même fatal. Donc, avant d'arriver là, apprenez, comme je vous disais, à gérer les émotions au moment où ça se présente. Ça va devenir une habitude chez vous. Et une fois que vous prenez l'habitude, ça passe vite, ça ne reste pas. Le troisième niveau, c'est le niveau des besoins. Quand vous êtes petit, quand un enfant vit une situation difficile ou qu'il juge difficile, il va se créer certaines émotions. Mais les émotions sont des indicateurs que plus loin se trouve un besoin. Je vais vous donner un exemple. Encore dans cet exemple de l'enfant qui voit son père partir à 3 ans. Déjà, il se juge responsable de la situation et le fait que son père part plus le jugement qu'il met sur la situation vont faire qu'il va se sentir bien évidemment coupable, frustré parce que son père n'est pas là, triste, en colère. Il y a plusieurs émotions possibles, mais ces émotions vont indiquer que plus loin, cet enfant il a besoin de l'amour de son père. Ce qui le rend triste, ce qui le rend en colère, c'est qu'il ne peut pas voir, il ne peut pas contacter, communiquer avec cet être qui est si important pour lui. Ce qui arrive, c'est que, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est effectivement l'enfant intérieur qui a vécu et qui a ce besoin. Encore comme adulte, vous avez cet enfant intérieur à l'intérieur de vous qui a des besoins qui n'ont jamais été nourris. Et c'est pour ça que vous allez vous attirer 1, 2, 3, 4 fois, plusieurs fois les mêmes situations avec différentes personnes pour que vous puissiez prendre conscience qu'à l'intérieur de vous se trouvent des besoins qui ne sont pas comblés. Ce qui arrive le plus normalement, dans la plupart des cas, c'est que vous allez essayer de combler vos besoins à l'extérieur de vous. Si vous avez un besoin, par exemple, d'amour, vous allez chercher cet amour à travers les relations affectives, à travers les amis, même à travers vos enfants. Mais
le vrai travail de libération des besoins se fait quand vous contactez cet enfant intérieur qui crie ce besoin, et que vous-même, vous lui donnez ce qu'il demande. Les stratégies sont multiples. Je ne vais pas rentrer à vous donner des idées. Mais dans le cas de l'enfant qui a besoin d'amour, vous le contactez et par visualisation, vous donnez, vous voyez un enfant en face de vous et vous donnez cet amour qui vous avait manqué. Et le fait de tout simplement nommer un besoin, parfois est suffisant. J'ai vu des clients dans mes consultations que sans passer aller chercher une stratégie pour combler ce besoin, le fait de contacter cet enfant, de le voir, de reconnaître ce besoin, fait qu'il y a déjà une libération. Vous pouvez passer du temps à faire des thérapies aussi basées sur les émotions, et vous aurez des émotions qui sortent, et ça ne finit jamais. Parce que je vous dis, les émotions qui sont très importantes, et comme je vous répète, vous avez besoin justement d'apprendre à les contacter, à les accueillir comme elles arrivent, mais les émotions sont des indicateurs que plus loin se trouve quelque chose de beaucoup plus profond, donc un besoin. Donc, quand vous contactez le niveau des besoins, que c'est un niveau déjà très, très, très profond dans vous, la blessure a perdu une bonne partie de sa charge de souffrance. Parfois, on peut même s'arrêter là. Mais dans le type de travail que je fais, il y a un niveau beaucoup plus profond et très important, que c'est l'identité. Okay. Tout comme vous pouvez faire énormément de thérapie pour libérer vos émotions, vous pouvez aussi le faire pour libérer vos besoins, mais il y aura toujours quelque chose qui, à mon sens, un bout de la chaîne qui manque. Pour moi, c'est l'identité. À partir des expériences que vous avez vécues en tant qu'enfant, vous avez créé une fausse identité. Je vous donne un exemple. Si mon père, comme tout à l'heure, m'a abandonné à l'âge de 3 ans, je me dis, je suis un abandonné. Donc, je vais me créer à travers cette fausse identité, que c'est comme une espèce de filtre à travers lequel je vois la vie. Je vais m'attirer des situations qui me rappellent ma croyance sur la vie. Mais je vous répète, nous ne sommes pas nos blessures. Nous ne sommes pas nos blessures. Nos blessures sont une masque, le masque qui se trouve entre la vérité que nous sommes et nous. Donc, à travers le travail des émotions et des besoins, vous allez faire comme une espèce de crevasse pour que cette vraie identité que vous êtes déjà ce que vous voulez être. Ça, c'est peut-être la meilleure chose et que j'ai jamais entendu. La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a bouleversé. Si vous voulez garder quelque chose de cette conférence, vous êtes déjà ce que vous voulez être, sauf que les filtres de blessures vous empêchent de contacter ce que vous êtes déjà. Au niveau de l'identité, il y a quelque chose de très important à dire, c'est qu'il y a trois questions à se poser quand on parle de l'identité. C'est la première, qu'est-ce que qui je suis? Et normalement, si vous êtes quelqu'un de développement personnel, vous allez dire je suis un Dieu, je suis un être divin. Mais la prochaine question, c'est qui je crois être? Parce que si vous croyez vraiment profondément à l'intérieur de vous que vous êtes un Dieu, que vous êtes un être divin, est-ce que vous allez vous créer la vie, les difficultés dans lesquelles vous êtes? Nous ne croyons pas ça à l'intérieur de nous.
Mais quoi que vous croyez sur vous, quoi que vous croyez sur la vie, il y a une troisième question. Qu'est-ce que je décide d'être? À partir de cette croyance, à partir de ces expériences difficiles que nous avons vécues, nous pouvons prendre la décision de les transcender. Je vous donne un exemple qui me touche personnellement, parce que c'est quelqu'un qui, c'est un client, mais qu'au fur de temps, on a lié vraiment une relation d'amitié. Elle a vécu, c'est quelqu'un en Amérique latine, qui a vécu une enfance horrible, des abus, des maltraitances terribles. Elle me disait qu'elle pensait tous les jours, depuis l'adolescence, au suicide. Mais à force de souffrir, un jour, elle s'est dit, ok, qu'est-ce que je vais faire avec ce désespoir où je vis? Est-ce que je me suicide? Ou est-ce que je décide que je suis la vie et je laisse la vie se révéler à l'intérieur de moi? Et c'est ça, c'est la deuxième option qu'elle a prise. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a contactée. Et c'était très facile travailler avec elle parce qu'elle avait déjà décidé à l'intérieur d'elle que la vie, que la vérité qui avait à l'intérieur d'elle allait se manifester. Et elle a ouvert les portes et j'étais là juste pour la guider et pour le plaisir de voir la transformation que cette fille a eue au fur de 6 mois. Ça a duré 6 mois notre collaboration. Au bout de 6 mois, sa vie s'avait complètement transformée parce qu'elle avait décidé qu'elle n'était pas les abus, qu'elle n'était pas la maltraitance qu'elle avait vécue. Oui, elle avait manifesté pendant des années ça, mais qu'elle était autre chose. Et cette autre chose s'est manifestée à travers elle quand elle a décidé. Donc, le niveau de l'identité, c'est un niveau qui me tient particulièrement parce que c'est une grosse prise de conscience déjà dans ma vie, savoir que je suis déjà ce que je voudrais être. Et que j'ai juste à décider que je veux incarner ces choses chères à moi. Et si j'ai suffisamment de sincérité et de désir en moi, malgré mes blessures, malgré mon passé, malgré tout ce que j'ai pu vivre, ça va se révéler. Parce que vous êtes ça. Donc, là, on s'approche au niveau vraiment profond de l'âme. Et je ne parle même pas de réparation, je ne parle d'améliorer la chose, je parle de révéler l'être magnifique, extraordinaire que vous êtes. Je suis tout émue de parler de ce niveau parce que j'ai vu des vrais miracles. Des vrais miracles se produisent quand les gens touchent la vérité qu'ils ont. Vous pouvez le faire. Il existe un 5e niveau. C'est le niveau de l'être. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes la paix, l'amour, l'abondance, la joie. L'être, c'est la source de cet amour, de cette joie, de cette paix, de cette harmonie, de cette abondance que vous êtes. Et en travaillant vos blessures, vos émotions, vos besoins, et en révélant votre vraie identité, quelque part, vous allez faire le ménage à l'intérieur de vous pour que la lumière de votre être véritable puisse se révéler, puisse vous traverser. C'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Ce n'est pas le sujet de ma conférence, mais je vous invite vraiment à prendre la décision de travailler vos blessures pour que vous puissiez faire ce chemin vers l'être que vous êtes déjà. Une question que me pose souvent dans mes conférences par internet ou dans mes stages, c'est comment faire pour aider nos enfants. Je trouve que c'est une question très importante. Je vous ai dit tout à l'heure que les blessures se transmettent d'une génération à l'autre. Maintenant, nous avons l'information, nous avons les outils, nous avons l'énergie pour pouvoir arrêter cette chaîne de souffrance.
Et la manière, c'est en travaillant avec vos enfants. Écoutez vos enfants. Permettez à vos enfants de vivre ces émotions. N'importe quelle émotion, donnez-leur la permission de la vivre, de l'exprimer. Un enfant qui pleure, un enfant qui est en colère, mettez-vous en face de vous et mettez-le davantage en colère pour qu'il puisse aller au bout de cette colère. Vous lui faites des gestes, et ça va le stimuler. S'il est triste, asseyez-vous à côté de lui et accompagnez-le dans cette tristesse. Vous pouvez lui faire des petits massages, des choses qui vont le détendre pour que cette tristesse puisse ressortir. S'il a peur, prenez-le dans vos bras, rassurez-le, mais laissez-le vivre cette peur. Si vous apprenez à vos enfants cette espèce d'écologie interne, ils vont prendre l'habitude d'écouter ces émotions. Et ce qui vous prend des mois à dépasser une émotion, un besoin, un enfant le prend quelques minutes. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu, il y a quelques temps, un cas avec le plus petit de mes enfants. J'ai 3 enfants qui m'ont beaucoup touchée. Un jour, il vient, il avait 4 ans, il m'a dit « Ah maman, j'ai compris que mon frère et ma soeur, parce que en fait, les 2 plus grands sont d'un premier mariage, et lui, c'est d'une union précédente. Donc, il m'a dit, j'ai compris que mon papa, ce n'est pas le papa de mes frères et ma soeur. Je le voyais qu'il était triste, qu'il était touché par ça. Je lui ai dit, ah oui, et qu'est-ce que ça te fait? Je me suis assise à côté de lui, il m'a dit, ah, ça me fait mal ici. Et je lui ai dit, ok, est-ce que tu peux sentir cette douleur que tu as sur ton cœur? Et je l'ai massé aussi. Ça durait quelques minutes. Au bout de quelques minutes, il s'est levé et m'a dit, ah, je ne ressens plus rien. Il est parti en courant. Plus jamais, il m'a parlé de cette histoire. Et je pense que ce n'est pas parce qu'il s'est coupé de cette émotion, c'est tout simplement parce qu'il l'a libérée. Donc, le problème, c'est que quand un enfant nous manifeste une émotion, nos blessures à nous sont touchées par les émotions, pour ce que l'enfant manifeste. Donc, travaillez vos blessures, ça c'est pour que vous puissiez accompagner vos enfants. Je suis sûre que si nous prenons l'habitude d'accompagner à nos enfants, de laisser nos enfants s'exprimer, en 2-3 générations, le monde sera complètement différent. Je ne pense pas que ça va prendre plus de temps que ça. Mais il y a cette permission déjà à nous, à l'enfant, qu'il est à l'intérieur de nous, de s'exprimer, pour pouvoir la donner aussi à nos enfants. Faire-le, c'est le plus grand cadeau, à mon avis, que vous pouvez leur donner. Je voudrais vous parler aussi d'une autre méthode que j'utilise, les thérapies quantiques. Elles sont une vraie révolution dans le champ thérapeutique. Avec les thérapies quantiques, vous n'avez pas besoin parfois de passer par l'histoire ni par les émotions. Le principe de ces genres de thérapie, c'est de vous faire monter un niveau de conscience. Comme Sivora Slavinsky, le créateur de PIT, une des thérapies quantiques, dit, dans un niveau de conscience ordinaire, il n'y a pas de solution. Dans un niveau de conscience supérieur, il n'y a pas de problème. Quand vous faites ce genre de thérapie, c'est vrai que si vous avez un problème d'argent, si votre compte en banque est vide, elle ne va pas se remplir miraculeusement. Mais vous allez arrêter de voir cette rouge que vous avez dans votre compte comme un problème. Et du coup, vous allez vous ouvrir à nouveau à recevoir l'abondance dans votre vie. Je voudrais vous inviter à ne pas vous contenter de vivre avec vos blessures. Ça, c'est clair pour moi. Mais même pas vous contenter de vivre bien. Votre vraie nature, je le dis dès le début de la conférence, je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'harmonie.
et vous avez la possibilité, en travaillant vos blessures, de révéler tout ce potentiel qui sommeille en vous. Mais pour ça, vous avez besoin de prendre la décision de dire oui à la vie. Et pour la loi d'attraction, vous allez vous attirer les personnes, les outils, les opportunités pour que cette vie que vous êtes se révèle. Quelle décision vous allez prendre? J'espère que le sujet vous a plu. Pour aller plus loin, j'ai préparé pour vous 4 bonus que vous retrouverez dans le pack Évolution. Un exercice en vidéo de libération des émotions, une méditation audio sur l'enfant intérieur et 2 articles, l'un sur les blessures émotionnelles et l'argent et l'autre intitulé « Libérez-vous de l'autosabotage ». Au sein du pack coaching, j'offre 2 heures de coaching ainsi qu'une séance de bilan de vie. Je vous retrouve demain pour la conférence de Paul Salomon et Marc Fleurier. Mais en attendant, laissez-moi vos questions ici en bas et je me ferai un plaisir de vous répondre.